Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et aujourd'hui on va retourner sur les bancs de l'école et je vois qu'au premier rang il y a Thibaut là. Et il vient de placer son chewing-gum sous sa chaise et il semble un peu distrait. Comment ça va, Thibaut? Mais voyons, moi j'ai toujours été bon élève, donc jamais je ne ferai des choses comme ça. Salut Max, ça va bien et toi? Ça va bien. Il faudra voir en fin de séance si tu as plus que la moitié. Et je voulais commencer avec la première qui est Vipère au point. Là, pour être honnête, c'est une œuvre qui au départ ne me tentait vraiment pas. C'était peut-être le titre ou le fait que le nom de l'auteur avait un style un peu vieillot. C'est de Hervé Bazin. Ça ne me disait rien, honnêtement. Et j'ai été très surpris par cette œuvre. Par l'insolence aussi de l'œuvre, le fait que l'auteur ait osé écrire ces choses-là à l'époque. C'est sorti en 1948, donc avec des mœurs encore peu conservatrices. Et on va suivre ici un jeune narrateur qui, dès le départ, c'est vraiment la toute première ligne, il observe et il s'empare vraiment rapidement, prestement, d'une vipère qui est endormie sous un arbre. Il l'attrape par le cou et il l'étrangle. Et il a une sorte de plaisir à la voir s'étouffer. Il tient bon, elle meurt quelques secondes plus tard, et on l'appelle très rapidement pour aller déjeuner. Donc il rentre en courant à la maison avec cette prise en main. L'abbé, les domestiques, la grand-mère se rassemblent assez rapidement autour de lui, avec une certaine distance, et ils sont vraiment surpris et apeurés de cette prise. On le punit évidemment assez rapidement avec une fessée collégiale et va s'en suivre une certaine description du domaine. On comprend que c'est un environnement petit bourgeois qui a été agrandi, on sait, avec une sorte de petit pré carré qui a été agrandi au fil des générations. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, on boit l'eau du puits et en fait c'est une sorte de façade pour sauver les apparences parce que derrière les murs c'est un domaine qui petit à petit commence à s'effondrer, qui a perdu un peu de sa gloire d'antan. Mais la vie est belle et plutôt aventureuse, donc avec son frère aîné ils vont faire les 400 coups, mais malheureusement leur temps au paradis est compté parce que la grand-mère paternelle décède subitement. Et c'est un événement qui va forcer les parents à rentrer de Shanghai, où le père travaillait à l'université. Donc, je n'avais pas encore parlé des parents parce que ceux-ci se sont expatriés quand les enfants étaient très jeunes. Ils ne les ont plus vus depuis au moins 4-5 ans. Les enfants eux-mêmes ont alentours de 7-8 ans. Et c'est donc presque une première rencontre pour ces garçons. Et les retrouvailles vont être glaçantes parce que le train qui arrive en gare, qui transporte les parents et le plus jeune frère, qu'ils n'ont jamais rencontré, ces retrouvailles vont être glaçantes. Les enfants vont se jeter dans les jupes de leur mère, mais cet enthousiasme n'est malheureusement pas partagé. Celle-ci va les repousser d'une gifle monumentale, les faisant tomber à la renverse. Et donc, c'est le jeune narrateur Jean qui nous montre l'entièreté de l'histoire. Et cet événement, ce n'est pas une méprise, ça va donner le tempo pour le reste du roman. Parce que cette matriarche va profiter d'un mari et d'un père qui est docile, un peu rêveur, qui est fan des mouches, des drosophiles. Il adore attraper des insectes et, entre guillemets, les poinçonner avec des aiguilles, les garder en collection dans un classeur. C'est sa passion. Et cette mère va en profiter pour faire régner la terreur dans le domaine et dans cette famille. Donc, les enfants vont être rapidement forcés de suivre un programme drastique, lever à l'aube, des cours, nettoyage du jardin, puis encore des cours, petit déjeuner uniquement aux alentours de 10 heures, enseignement clérical par un abbé, tout cela vraiment dans un environnement plutôt militaire. Il faut se tenir très droit à table, on n'a pas le droit de parler si personne ne s'adresse à soi, et les discussions doivent se faire uniquement en anglais. La mère, elle, lorsqu'elle n'est pas contente, elle n'hésite pas à punir physiquement les enfants, par exemple un coup de fourchette sur le dos de la main. Et s'il y a des périodes d'isolement, donc les enfants sont pendant plusieurs jours dans leur chambre, on leur donne à peine à manger et à boire. Mais malgré tout cela, le narrateur, Jean, il tient bon et il est de mèche avec son frère aîné et le plus jeune aussi, un peu plus tard, pour essayer de rendre la vie impossible et pour résister face à ce monstre de mer. C'est un roman que j'ai trouvé très original, une écriture originale, passionnelle et assez descriptive. Donc on comprend vraiment bien les alentours du domaine. Ça réveille pas mal de souvenirs de jeux dans le jardin, dans les parcs. L'auteur parvient à nous transmettre ces événements et ces émotions et malgré cette haine envers sa mère, il garde un certain esprit, il joue avec les mots, donc c'est
c'est aussi assez plaisant de ce niveau-là. Je dirais qu'on ressent le vécu. J'ai lu que l'auteur Hervé Bazin lui-même avait beaucoup souffert pendant sa jeunesse. Il avait fugué, il avait tenté de s'émanciper aussitôt que possible pour quitter cet enfer petit bourgeois. J'ai adoré vraiment l'audace de l'auteur, la liberté artistique très étendue qu'il avait, dans une France que j'imagine assez conservatrice à l'époque, encore très catholique, très droite, bien pensante, et oser écrire un tel récit avec une telle haine envers un parent qui est en général quelque chose d'intouchable, vraiment de sacré. C'était une belle surprise et une belle réussite. Un roman qui n'est pas très long, qui aurait peut-être pu être un petit peu raccourci, mais j'aurais tendance à dire que c'est un des coups de cœur de l'année dans mon cas. Ah Ce oui, à qui ce n'arrive point-là. pas, ouais, ce qui n'arrive pas souvent. Et j'étais si enthousiaste que je lui ai donné 5 étoiles. On pourra en donner 4 peut-être. D'après ce que j'ai dit, je pourrais peut-être revoir en donner 4, mais j'étais quand même très agréablement surpris. Et pour terminer, ça fait partie d'un triptyque. Donc la série s'appelle La famille Réseau, c'est donc le nom de famille. Il m'en reste donc 2 à lire avec l'évolution. Donc la deuxième étape, c'est la partie au collège, donc faite en dehors de cette prison et de ce domaine, qui s'appelle Belle Angers. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait des suites. Moi, j'ai pas lu. C'est un classique, hein, évidemment. On lit. Enfin, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui a été beaucoup donné à l'école. Mais ça a été adapté en film. Moi, je pense que j'ai vu le film il y a quand même très très longtemps. Pour l'anecdote, c'est le dernier film de Philippe de Broca, en fait. Il est mort un peu de temps après la sortie du film. Et c'est aussi des derniers films de Jacques Villeray. Je pense que c'est Catherine Fro qui joue le rôle de la mère méchante, quoi. Le film n'avait pas autant Philippe de Broca. Ouais, sans doute réalisateur voilà, qui a fait peut-être des grands films. Mais autant ce film-là, je pense que c'était pas particulièrement marquant, si je me souviens bien. Non, j'avoue que ça ne me dit rien du tout. Donc il serait sorti aux alentours de... C'est début des années 2000, je pense. D'accord. Ouais, 2004, voilà. Oui, c'est bon à savoir. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu Catherine Fro au cinéma. Moi, je l'ai vu dans récemment La Fine Fleur, je pense. C'est un film il y a déjà 2-3 ans. D'accord, donc c'était vraiment ce livre, on voit, il y a une sorte de l'école de la vie à la maison. Et alors, on peut faire une transition sur Boyhood que tu as vu, qui est un film aussi, si je me souviens bien, assez exceptionnel que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui me tente très bien aussi. Oui, justement, toi, tu disais que ouais, tu mettrais 5 étoiles à Viper au point. Pour moi, Boyhood, c'est vraiment un de mes films. Ouais, si je vais faire un top des meilleurs films de tous les temps, entre guillemets, pour autant que ça veuille dire quelque chose, je le mettrai d'office dedans. Donc, comme ça, j'annonce directement la couleur. Alors, Boyhood, pour en parler, il faut commencer par parler du projet, en fait. Donc, le réalisateur Richard Linklater a eu l'idée de filmer, en fait, pendant quelques jours par an, les mêmes acteurs sur une période de 12 ans, de sorte que on puisse les voir vieillir. Alors, donc, dans le projet, on a Ethan Hawke, avec qui Richard Linklater a déjà beaucoup tourné, parce qu'en fait, la série des Before, qui sont 3 films, en fait, plutôt des comédies romantiques, dans lesquels il était déjà, donc il a l'habitude de tourner, et Patricia Arquette. Mais alors, évidemment, puisqu'on a ici, en fait, au centre du film, un jeune garçon, il ne fallait pas se tromper non plus sur le jeune garçon qui, au début du film, a quelque chose comme 6 ans, et voilà, et s'assurer évidemment que tout ce monde-là accepte de se libérer quelques jours par an pour tourner le film. Donc le but, c'est simplement de montrer finalement ce petit garçon au départ du film en tout cas, qui vit donc avec sa mère et sa sœur, puisque le père, en fait, on ne le voit plus, il est un peu absent, il revient à certains moments, certaines années, on le voit, il revient un peu comme ça, presque s'attribuer le beau rôle parce qu'il ne s'occupe pas de son garçon et il se contente juste de le voir quand il en a un peu envie finalement. Et donc c'est l'occasion de filmer un peu ce jeune garçon qu'on voit à l'école bien sûr, mais pas uniquement, qu'on voit grandir. Si l'Amérique qui change, puisque bon, je pense qu'il y a un moment on a une campagne électorale. Donc voilà, ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant aussi, c'est que quand on filme quelque chose comme ça, on est finalement assez proche du documentaire, c'est qu'est-ce qu'on choisit de filmer en fait? Quels sont les moments importants? Et justement, ce qui est intéressant, dans une des dernières scènes du film, au moment où le jeune garçon est diplômé, il ne va pas choisir de filmer la cérémonie, parce que finalement la cérémonie, ça fait pas beaucoup de sens. On aurait eu quelque chose d'assez classique, attendu, et où il se passe pas grand-chose. Il choisit de filmer justement ce qui se passe juste après, donc c'est-à-dire au moment où il revient dans sa famille, où il y a une sorte de fête, et c'est là où on a justement les rapports entre les personnages sont beaucoup plus intéressants. En fait, c'est simplement filmer la vie, donc de manière très simple, mais c'est très très vrai en fait. C'est ça qui je trouve, est formidable dans ce film. Au-delà du projet qui est dingue en fait, hein. Je ne pense pas que ça s'est fait avant lui. Donc le film dure quand même presque 3 heures, mais on entre vraiment dans l'intimité des personnages. Ça prend du coup beaucoup d'ampleur et on a comme ça toute une sorte de fresque en fait. C'est à la fois donc intime, mais c'est aussi ancré dans une époque. Tous les personnages sont tous très très attachants aussi, puisque la mère doit se débrouiller. En fait, elle est toute seule, elle doit s'occuper de ses 2 enfants
et en même temps travailler puisque son mari l'a abandonné. À un moment, elle rencontre quelqu'un, mais ça se passe pas très bien. Donc c'est tout ça qui est évoqué dans ce film vraiment très très riche et assez exceptionnel. Bon, le film a aussi eu beaucoup de récompenses évidemment, très très remarqué. Et ça fait partie des films qu'il faut avoir vu dans sa vie en tout cas. Voilà, c'était sorti en 2014. Donc voilà, c'est vraiment raconté comme ça toute l'enfance et l'adolescence avec vraiment des acteurs qui vieillissent d'année en année. D'accord, oui. C'est l'occasion alors pour moi d'essayer de le voir aussi. Oui, tu parlais d'école primaire et éducation les premières années. J'ai eu l'occasion de voir un film récemment, c'est Les risques du métier. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pour moi, Les risques du métier, c'est le nom du deuxième album de Benabar. Oui. Euh, Ici, en fait, c'est un film qui date de 1967, qui a été dirigé par André Cayatte, avec dans le rôle principal un certain Jacques Brel, Ah, qui joue en fait son premier rôle au cinéma dans ce film-là. Et alors pour le contexte, on commence directement avec un plan séquence. On voit une jeune fille qui quitte l'école en pleurs, et c'est une scène qui va durer près d'une minute trente. Elle traverse tout son village. On voit sa chemise qui est un petit peu déchirée et elle rejoint sa maison et sa chambre à l'étage. Et que s'est-il passé? Donc, selon elle, son instituteur lui aurait fait des attouchements, ce que lui dément avec véhémence. Et ce qui va arriver, c'est que deux autres élèves vont plus tard également accuser ce professeur de pédophilie. Le professeur est joué par Jacques Brel. Donc, on imagine bien Jacques Brel très fin, très droit, donnant cours avec une certaine aisance et une certaine éloquence. On va voir pas mal de scènes de vie et essayer de comprendre un peu la dynamique dans cette classe. C'est un professeur qui a l'air d'être bien apprécié par ses élèves, par ses collègues et dans le village. Mais évidemment, l'arrivée de cet événement va un petit peu chambouler tout le village. On va directement avoir deux camps. Un camp qui va croire les enfants, les jeunes filles, et l'autre qui va supporter et soutenir Jacques Brel. On va essayer de minimiser ce que les jeunes filles ont vécu. Le maire qui essaye un petit peu par exemple, d'étouffer l'affaire, mais suite aux multiples accusations, il décide de faire intervenir la police. Et donc, ce petit village, on va voir directement l'importance de l'opinion publique qui est capable d'être juste ou injuste, de rapidement juger, de le lyncher ou non la personne. Et moi, je trouvais en sachant que c'était son premier rôle au cinéma, il avait une belle prestance. On parle de Jacques Brel dans ce rôle d'instituteur, en proie à des accusations assez graves. Et c'était un thème qui est assez compliqué, mais qui a été plutôt bien géré. Moi, ce qui m'a surpris, c'était de plonger dans l'éducation des années 60. On voit en fait une éducation extrêmement stricte. Les élèves qui se taisent quand on crie silence, qui ouvrent leur carnet, qui sont vraiment dressés à la baguette, ça donne un peu un côté militaire, qui ne répondent pas aux professeurs. On a quelques générations plus tard, on a sûrement vécu d'autres événements en classe. Difficile à croire qu'il y avait une époque aussi peu permissive, peut-être, si on peut dire. je vois que dans ce film, il y a en fait la jeune fille, elle est jouée par Emmanuel Riva, c'est ça? Emmanuelle Rival, je crois que c'est la femme de Jacques Brel. Ah, c'est la femme de Jacques Brel. Ah oui, c'est ça, ok, ok. Elle joue un beau rôle, elle défend son mari, en Ah oui, fait, oui, c'est la femme. elle joue Madame Doucet, la femme de l'instituteur, et c'est en fait son dernier rempart parce que ça tourne pas très bien pour Jacques Brel dans le film, et elle fait son enquête pour essayer un peu de le dédouaner, de lui sauver la peau. Donc j'en dirai pas plus. Ça vaut le coup, ça a un petit peu vieilli, il y a quelques mouvements de caméra qui sont assez drôles, je dirais, un peu inattendus, avec notamment le père de la première jeune fille qui va enfoncer la porte parce qu'elle s'est enfermée dans sa chambre, et la caméra qui suit juste après, une sorte de glissement qui va suivre avec un certain retard. Ça a un effet assez spécial, ça je l'ai remarqué. Et la manière aussi dont Jacques Brel prend quelques photos lors d'une sorte de foire à l'école, il y a eu un petit peu de créativité aussi au niveau du réalisateur. Ça c'est pour les risques du métier. Alors peut-être toujours à l'école primaire, tu as vu Un monde. Oui, alors ici c'est un film belge qui est sorti en 2021. C'est un premier long métrage par une réalisatrice qui s'appelle Laura Wandel. C'est un film qui s'est fait très très fort remarquer parce qu'il avait été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard, il avait été ovationné. Et puis surtout évidemment au Magritte, début 2022, il avait obtenu une foule de récompenses. Meilleur premier film, meilleure réalisation et alors meilleure actrice dans un second rôle et surtout meilleur espoir féminin pour la toute petite fille dont je vais parler dans un instant. Alors qu'est-ce que ça raconte un monde? En fait, c'est une petite fille de je sais pas, 9 ans, quelque chose comme ça, qui rejoint en fait son grand frère à l'école, donc c'est la rentrée scolaire, donc elle était peut-être
une autre section avant, mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle retrouve finalement son frère son plus grand frère dans la même école. Et très vite, en fait, elle se rend compte que son grand frère, il se fait harceler. Mais il dit aussi, il lui interdit à sa jeune sœur d'en parler parce que il veut pas que ça se sache. Hein. C'est toujours en fait les mêmes ressorts évidemment comme en cas du harcèlement. Hein. Et du coup, ben, elle est assez vite désemparée parce que bon, évidemment très très jeune, elle ne sait pas trop quoi faire. La particularité du film, c'est que donc c'est très court, hein, ça dure 1h10 à peu près, et c'est filmé en fait à hauteur de la. Donc toute la caméra la suit entièrement. Elle est de tous les plans et tout est filmé à sa hauteur aussi. Et ça, ce qui est du coup, on voit pas spécialement. Enfin, on voit ce qu'elle voit. Donc c'est-à-dire que on n'a pas spécialement toutes les scènes de harcèlement où il y a des choses qu'on devine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le point de vue effectivement du harcelé, point de vue classique, on va dire, qu'on aurait dans le film. Donc en cela, c'est assez original. Mais alors, effectivement, donc la toute jeune fille qui s'appelle Maya Van Der Beek, qui avait 9 ans au moment du tournage, elle crève l'écran. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que, évidemment, il fallait quelqu'un qui puisse tenir le film, mais comment trouver une toute petite fille tienne le film, c'est quand même un fameux pari. Alors, j'imagine que la réalisatrice, forcément, a dû beaucoup travailler avec les enfants parce que c'est toujours difficile de faire que les enfants parlent vrai, ne récitent pas un texte d'adulte. Donc, voilà, ça témoigne certainement d'un très gros travail qui est à saluer. Et donc, film qui a été très, très marqué par la critique. Donc, voilà, c'est pas un film facile, hein, puisque, bon, forcément, ça traite de harcèlement. On voit un peu le dilemme d'une petite fille, donc forcément, c'est pas facile. Mais c'est absolument remarquable, en tout cas pour un premier long métrage et pour la prestation de cette Maya Van Der Beek. D'ailleurs, ça me rappelle, je n'ai pas vu le film, mais je me souviens que je crois que l'angle de la caméra était similaire. Il y a le film qui est sorti en 2003, c'est Moi, César, 10 ans et demi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, je ne connais pas. Je pense que ça avait aussi été filmé de manière assez spéciale, un petit peu aussi à la taille de l'enfant. C'est intéressant. Et du coup, c'est sorti en 2021. D'accord. Oui, c'est ça. C'est un film assez récent. Et alors, si on parle d'harcèlement, je me souviens qu'il y avait le harcèlement, malheureusement, ça a lieu dans pas mal de milieux scolaires, de classes. On s'en souvient aussi sûrement lors du film Des choristes, qui est sorti en 2004. À l'époque, c'était le film phare, je pense, de l'année. Ça a eu un succès énorme. Oui, je pense que Euh, c'est quelque chose comme 8 millions d'entrées, donc c'était un très très gros succès. Presque surprise, hein, parce qu'on l'avait pas spécialement vu venir immédiatement. Non, quoique, enfin, à y bien penser, je trouve qu'il rassemble pas mal des éléments qui fonctionnent. Il y a Gérard Jugnot qui est plutôt sympa à voir à l'écran, qui est l'histoire d'un prof qui arrive en province. Ça sent un peu la campagne, il y a du soleil, le soleil éternel. Je pense qu'il y a peut-être aussi des pluies surprises du genre flash flood, mais moi, ça ne m'étonne pas tant que ça par après. Ça a été marqué par cette approche touchante que Gérard Jugnot sait avoir, qui est bien aidée par des performances plutôt naturelles d'une classe d'internat dans la France rurale. Je vois aussi par hasard, je ne m'en souvenais pas à l'époque, Cadmerat est dedans, donc ça aide au niveau capital sympathie. Et Et c'est François un Berliand dans le rôle du directeur. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un film alors qui a fait découvrir aussi Jean-Baptiste Meunier comme acteur-chanteur, une sorte d'ado qui se cherche un petit peu, qui provoque l'autorité, qui aime bien râler. Et c'était l'occasion de raviver un petit peu la chanson folklorique avec le titre La Clairefontaine, qui est chanté plusieurs fois, de découvrir une version plutôt originale, plus vulgaire aussi pour les besoins du film. Moi, je m'en souviens de cette manière-là. Je crois que c'est un film comme on dit, genre feel good, Oui, qui passe bien, qui est un peu tout public, qui tombe pas oui, dans le mélodrame non plus. très classique dans sa mise en scène, hein, c'est ça. Et en plus, qui parlait un peu d'une France voilà, d'antan. Je pense que c'est ça qui a certainement beaucoup plu. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi. Après, on peut dire que le réalisateur est beaucoup breaké, hein, parce que par la suite, parce qu'il a pas vraiment fait des films très notables. C'est un peu dommage. Et oui, et alors, ce qui était amusant, c'est que ça a effectivement ravivé une mode des chorales suite à cela. Parce que bon, il y a les enfants qu'on voit, mais tous ne sont pas vraiment chanteurs. Et surtout, il y a eu forcément une vraie chorale derrière. Et ben donc cette chorale a beaucoup tourné en France après et ben voilà ça a suscité aussi un peu, je vais pas dire des vocations mais en tout cas incité peut-être des parents à mettre leurs enfants dans des chorales. Et la musique était très jolie aussi, bien parce qu'il n'y avait pas que des trucs plus classiques comme La Nuit par exemple, mais des vraies créations. Et je pense que c'était pas Bruno Coulet, donc un compositeur de musique de film, je pense, relativement connu aussi. Ouais, je pense qu'il y a la chanson Voix sur ton chemin aussi, Mhm. qui a été reprise en mode autotune, tu vois, en mode techno. Je sais Ouais, pas je si tu l'as sais. vu par hasard. Ouais, J'ai entendu récemment. j'ai C'est entendu un par peu. hasard.
Ouais. Non, je vais insérer ce commentaire, sinon on va dire que je suis un vieux con. Ah Voilà. non, mais c'est surprenant. On va dire que c'est assez Voilà, surprenant. surprenant. Inattendu et surprenant. Et puis, mais alors pour faire peut-être une transition assez facile, on parlait de Jean-Baptiste Monnier. Il a aussi joué dans Le Grand Môle, un film qui est sorti quelques années juste après, Les choristes. Donc en surfant un petit peu sur cette vague ancienne France. Et je n'ai pas vu le film, mais par contre le livre est assez connu aussi. Il a été écrit par Alain Fournier. C'est d'ailleurs son seul ouvrage. Il est décédé durant le premier mois de la Première Guerre mondiale. Il s'est sorti en 1913. Et c'est aussi un classique, même qui est peut-être un petit peu tombé dans l'oubli ces temps-ci. Peut-être qu'il a obtenu ce statut de classique étant donné ce qu'il est arrivé à l'auteur. Ça reste à débattre. Mais on voit aussi un récit d'apprentissage, une sorte d'histoire d'amitié. On pourrait même dire, maintenant le terme en anglais, ce serait bromance. Donc vraiment une sorte d'amitié si forte que c'est presque une romance entre deux garçons. Ils sont si proches, ils s'admirent, mais ils se déchirent aussi. Et le grand môle, c'est en fait, ça sonne un petit peu comme un arbre. À chaque fois que j'entends le grand môle, je pense à un chêne ou peut-être un épicéa ou peu importe. C'est en fait un nouveau transfuge qui vient dans une petite école de province en France. Et de par son style et son approche plutôt décalée, c'est vraiment l'archétype d'un rebelle, il va attirer l'attention. Il a ce côté esprit libre, il se détache de tout, il se fait punir allègrement, il fait le mur, il va sécher les cours et il va attirer l'attention de ce deuxième garçon qui est impressionné, comme beaucoup d'autres élèves. Ils vont avoir comme ça plusieurs épisodes où c'est un petit peu l'école de la vie. Il va le voir comme une sorte de mentor aussi. Mais si je me souviens bien, une histoire d'amour va les séparer, va être la cause d'une certaine tension. Comme je disais, le livre a été ensuite porté à l'écran. Ça reste un classique aussi de la littérature Ouais, française d'avant-guerre. beaucoup donné à l'école aussi. Alors pour Euh, poursuivre, peut-être, je vais parler en fait de 3 séries. Alors pourquoi 3 séries? En fait, 3 séries télé. Alors en fait, l'école, ça a toujours été, on va dire, une source d'inspiration pour les télévisions, pour des productions finalement assez classiques. On se souvient peut-être en fait, il y a eu l'Instit, c'était une série française voilà, ça c'était quelque chose qui avait beaucoup marqué. Et depuis, je pense qu'il n'y a pas eu une production très très marquante depuis lors. Et on a beaucoup de nouveautés en fait qui reviennent comme ça. Et en fait, depuis 2021, moi, j'ai pointé 3 séries. 2 sont de France Télévisions et une de TF1. Alors, donc, la première, c'est L'école de la vie. Donc là, il y a eu une première saison en 2021 et une deuxième en 2023. C'est une coproduction avec la RTBF. Alors ici, l'angle qui est choisi, c'est qu'on a un prof d'histoire géo dont l'épouse meurt au moment où elle l'accouche. Et lui, donc, doit retourner au travail. Quelqu'un de très, très investi, trop sans doute, et qui tendance un peu à s'immiscer dans la vie de ses élèves pour quand ils ont des problèmes en fait. Et donc chaque épisode finalement est centré autour d'un élève et l'occasion de traiter d'une thématique en fait. Alors je crois que ça démarrait assez bien, qu'on avait un personnage justement intéressant, je trouvais ce professeur justement qui est frappé par ce drame. Mais après on tombe, je trouve, dans du très très classique et alors on crée un peu des personnages d'élèves pour parler de quelque chose. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. L'élève n'est plus que le vecteur de la thématique. Je sais pas, qui est dans la précarité ou des choses comme ça. Je trouve que c'est pas extrêmement bien écrit et donc c'est un peu dommage. Pas vraiment réussi, je trouve. Et puis France Télévisions a sorti à peu près en même temps, parce que ça date aussi de 2021. Là, il y a eu 2 saisons et c'est La faute à Rousseau. Et donc là, au centre de la série, on a dans le personnage principal en fait Charlie Dupont. Donc Charlie Dupont, le comédien, acteur belge, qui joue le rôle d'un prof de philo, qui est un peu fantasque, et qui en fait revient enseigner dans l'école de son fils, qui est en terminale. Fils en fait qui ne voyait plus trop, parce que le fils vivait chez sa grand-mère, et en fait le père redébarque un peu dans la vie comme ça, parce que on va dire qu'il papillonnait un peu, et hop, il revient tout d'un coup. Et alors malheureusement pour le fils, il va donner cours dans la classe dans sa classe notamment. Alors de nouveau ici on a un peu la même dynamique, qui est de chaque épisode est centré autour d'un élève. Alors, ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'au lieu de juste prendre une thématique scolaire, c'est que articulé aussi autour d'un thème philosophique à chaque fois. Donc, ça peut être, je ne sais pas, la justice, mais il y a un épisode par exemple sur la justice, et donc on traite de la justice à travers une élève, mais qui a un dilemme en fait, qui est justement très éprise de justice et qui se retrouve face à un dilemme avec sa famille. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, plus intéressant en tout cas. Il y a encore des maladresses, il y a des personnages en fait qui sont mieux campés que d'autres. C'est toujours la même chose en fait, je pense, difficile de faire tourner des enfants ou des adolescents pour qu'ils trouvent vraiment le ton juste. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, on a des épisodes qui sont meilleurs. Il y a une deuxième saison. Par contre, donc, le fils de Charlie Dupont, donc dans la série, qui est interprété par Louis Duneton, qui est plus vraiment un ado pour le coup,
trouve assez vraie. Donc il y a une relation en fait qui n'est pas facile entre le père et le fils, qui apporte un plus à la série, une relation qui n'est vraiment pas simple et qui est assez vraie, je trouve. Donc là, c'était plutôt pas mal. Alors la troisième série, là par contre, elle est toujours en production. Donc ça, c'est de TF1. Elle s'appelle le Lycée Toulouse-Lautrec. C'est aussi une coproduction avec la RTBF. Et là, donc là, on a eu une première saison fin 2022, début 2023. Et la saison a été diffusée il y a quelques mois. Et je pense que voilà, une troisième est à l'écriture. Et là, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, on a en fait une fille qui est obligée en fait de rejoindre ce lycée Toulouse-Lautrec, qui a la particularité d'avoir en son sein à la fois des élèves handicapés et des élèves qui n'ont pas de handicap. Et le but, c'est que chacun se nourrisse un peu de l'autre. Et voilà, donc on a à peu près 50-50, on veut dire, en répartition d'étudiants comme ça. Et donc, chaque élève handicapé, en fait, a une sorte de parrain, entre guillemets, qui est un élève complètement valide et qui peut l'aider, on va dire. Alors là, donc, chaque épisode, en fait, on n'a pas... Là, on a une vraie... Dans les autres aussi, on a une progression narrative, mais ici, on n'a pas... Le parti pris n'est pas de centrer un épisode à la fois sur un élève. On les voit tous à chaque fois. On a dans le rôle du proviseur Stéphane de Groot, alors qui joue un rôle presque à contre-emploi, parce qu'il ne fait pas du tout du Stéphane de Groot habituel. Donc ça, c'est plutôt rafraîchissant. C'est quelque chose qui est vraiment à mettre à l'actif de la série. Alors surtout, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le rôle de l'élève qui s'appelle Marie-Antoinette dans la série, qui est tétraplégique, hein, donc qui vraiment, qui est en fauteuil, qui ne sait pas faire grand-chose. Elle crève l'écran. Donc ça, c'est aussi assez incroyable, elle a un charisme fou, alors que je suis allé vérifier, donc l'actrice s'appelle Ness Merad. C'est pas du tout une comédienne, une actrice. C'est une étudiante en communication, donc qui est vraiment tétraplégique, hein, pour le coup, mais qui est absolument incroyable. Donc c'est bien la preuve que la présence, le charisme, ça ne vient pas spécialement à une stature en particulier, parce qu'elle a l'air toute fragile, mais elle balance des choses et elle le dit avec une telle conviction qu'elle impressionne en fait. Donc, oui, parfois, moi je trouve que je ne suis pas convaincu par le personnage principal qui est une fille valide, hein, qui s'appelle Victoire dans la série. Je trouve qu'elle joue pas toujours, enfin un peu fade, je trouve, dans la série. Mais les élèves les handicapés, donc qui ne sont pas des comédiens de formation, je le répète, sont l'une d'entre elles certes, mais même les autres sont assez extrêmement convaincants. Et on reste évidemment dans une série comme pour toutes les précédentes dont j'ai parlé, reste assez conventionnel, assez mainstream, mais il y a quand même des jolies choses qui sont à mentionner, et comme quoi voilà, la télé ne produit pas que des téléfilms plan et un peu ennuyeux. Non, ici on a, je trouve, quand même un peu d'audace à certains moments, et en tout cas un peu d'ambition, et je trouve que c'est assez rafraîchissant et c'est à saluer aussi. D'accord. Et si je me souviens bien, c'est la deuxième œuvre de suite où Stéphane de Groot est parvenu à te convaincre. Ah, c'était quoi la précédente? Dans le podcast précédent, mais tu avais raconté la même chose, Ah, c'est vrai, sur lui. que tu étais très convaincu qu'il ne faisait pas du Stéphane de Groot où il bégayait, des choses comme ça. Il jouait vraiment un très bon rôle. Ah ok, ben, donc voilà, donc j'ai vraiment la mémoire courte, hein, donc ça c'est un très mauvais point pour moi. Mais oui, ben, c'est pas quelqu'un que j'ai rien contrôlé, mais simplement ce qui est un peu dommage, qu'on le retrouve un peu toujours dans quelque chose d'attendu. Et là, ben, c'est pas complètement peut-être du contre-emploi, mais en tout cas, il a quelque chose un peu différent de d'habitude. Voilà. Mais je vois vraiment ce que tu veux dire, parce que je crois que c'était en 2021, j'ai eu l'occasion de voir le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, donc qu'on connaît pour le film Amélie, et c'était un film un petit peu plutôt ambitieux, un petit peu folklorique. On est dans les années 3000 peut-être, et il y a toute une affaire avec une maison connectée qui se retourne contre ses habitants. Et il joue un rôle là-dedans. Ça commence bien, puis ça tourne un petit peu aux alentours d'un navet, parfois, par moment. Et il joue un rôle là-dedans, et c'est un peu le typique rôle où il a une certaine assurance au départ, et puis il commence à la perdre, et il commence à bégayer aussi. Et il retombe un peu dans le genre de rôle qu'on connaît. Ouais. Et le film, pour être précis, c'était Big Bug. C'était en 2022. Oui, je me souviens, mais donc c'est Netflix, hein, je pense. Ça avait été assez mal accueilli, je me souviens bien. Il y avait de l'idée, mais ça a tiré en longueur et c'était au final, non, ça n'allait pas. Mais franchement, la première partie, je pense qu'il y avait un peu d'idée, mais il s'est perdu en chemin. Enfin, tout le monde s'est perdu en chemin. On commence à être un peu assez critique, j'ai l'impression. Alors, mais toujours évidemment sur le thème de l'école, j'ai eu l'occasion de passer en vue L'école des femmes de Molière. Ça, c'est une œuvre phare, si on pense à Molière. Je dois être honnête que je l'ai lu en diagonale, parce que c'est un style qui est plutôt déroutant, fait de vers, de rimes,
de jeu d'esprit. C'était peut-être un peu trop pour moi. Mais l'histoire en elle-même est intéressante. On va suivre un homme qui est clairement misogyne. Il se présente d'ailleurs lui-même comme une sorte de, aujourd'hui on dirait, incel, donc un célibataire involontaire. Donc, de son point de vue, soit les femmes ne l'intéressent pas, certaines femmes ne l'intéressent pas, soit elles ne s'intéressent pas à lui. Et il est aussi très paranoïaque. Il craint d'être trompé, d'être fait cocu. Et donc, pour s'en protéger, il va, entre guillemets, recruter une jeune enfant qu'il va placer à un très jeune âge dans un couvent chez les nonnes. Et l'idée, c'est de la garder innocente, mais aussi plutôt idiote, et d'en faire une sorte de sainte pour éviter plus tard, quand il pourra finalement se marier avec elle, quand il aura l'âge de se marier, pour éviter qu'il ne lui vienne à l'esprit de le tromper. Donc ça, c'est un petit peu pour expliquer le contexte. Malheureusement, tout ne va pas tourner comme prévu. Bon, c'est une œuvre un petit peu différente. Est-ce que ça te parle, toi? Mais non, pas du tout. En fait, je connais pas très bien. Non. Voilà, j'ai vu des Molières, j'en ai lu ou j'ai vu au théâtre, mais ça, celui-là, pas du tout. La lecture est un peu compliquée. Ça, à mon avis, c'est plus plaisant à voir au théâtre qu'en lecture. Oui. Okay. Parce que ce sont des rimes sans arrêt. Et parfois, c'est écrit en vers. C'est écrit en vers. Ah ouais, d'accord. L'entièreté. Et donc, parfois, le personnage principal va dialoguer pendant 20-30 lignes et c'est compliqué à lire. Ça fatigue un petit peu. Mais au théâtre, ça doit valoir le coup. C'est ce que je voulais dire pour l'école des femmes. Et alors, j'ai Entre les murs, on le connaît peut-être un peu plus pour le film qui est sorti en 2008. Ici, je voulais rapidement parler du livre de François Bégodeau, qui est sorti juste avant, qui a inspiré le film. Et c'est en fait un peu une déception, parce que le film a été célébré, il a obtenu la Palme d'Or. Malheureusement, le réalisateur est décédé récemment, Laurent Cantet, décédé fin avril. Le film en lui-même avait été très bien reçu par la critique et aussi au Festival de Cannes. Le livre, par contre, c'est plus compliqué. C'est un récit qui est construit sur 3 points de vue. On va avoir le premier où le professeur en lui-même, un institut, est tout seul. Donc, il y a quelques vignettes, quelques moments de vie, de réflexion. Puis, il va y avoir l'entièreté de sa vie avec sa classe, les différentes leçons. C'est un professeur de français, les interactions avec les élèves. Et la troisième partie, ce sont les échanges avec les autres professeurs. Donc, dans la salle des profs, les différentes discussions, quand une prof ne trouve pas la monnaie pour un café, petits événements de vie comme ça. Le problème, c'est que ces vignettes vont se répéter. Elles ont un certain charme quand elles sont prises une par une, mais avec une certaine répétition, commence à rapidement se lasser de voir, par exemple, des moquements envers ses élèves sur leurs habits, sur le style. Il fait référence, par exemple, on va dire, à Celia, qui a un pull Nike Air Force, You can do it or just do it. Il va à chaque fois lire l'entièreté de ce qui se passe sur le t-shirt, sur le pull. C'est sympa au départ, mais après 200, 300 pages, à chaque fois qu'on doit parler d'un nouvel élève, tournant à la moquerie, ça n'apporte rien en fait au récit. On sent aussi qu'il va chercher les confrontations, il insulte les élèves aussi, qui lui répondent, mais c'est un récit qu'on oubliera assez rapidement. Et d'ailleurs, je me demande un petit peu ce qu'on lui a trouvé comme potentiel pour en faire un scénario par après. Parce que c'était assez pauvre comme ouvrage, honnêtement. Au-delà du côté des vignettes qui valent le coup, mais il y a une telle répétition et les échanges avec les élèves ne sont pas très pertinents. Mais je pense que le film était bien au-dessus. Eh bien, je t'ai rarement entendu aussi catégorique quand même. Ouais, les notes sont très mauvaises. C'est aux alentours de 3 sur 5. Oh, ça va encore, ça. Ouais, là, moi j'ai l'impression, enfin c'est rarement en dessous de 3, pour être honnête. Ouais, si tu as l'occasion un jour, si tu le trouves par hasard. En tout cas, ça ne m'a pas donné envie. Non, c'est l'idée. Ouais. L'idée en fait, c'est aussi de faire d'épargner du temps aussi à tout le monde. Faire un tri. Ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. C'est la mission du podcast. D'accord. Et moi, je souhaiterais parler d'un livre qui s'appelle Elizabeth Finch. Alors, c'est d'un auteur anglais qui s'appelle Julian Barnes. C'est un peu un de mes chouchous, en tout cas un des auteurs anglais que j'apprécie vraiment énormément, qui a une vraie délicatesse dans l'écriture, qui parle d'amour comme personne. Hein. Donc c'est vraiment, moi je me souviens d'une fille qui danse et de la première ou la seule histoire, qui sont absolument des sommets de la littérature. Donc ça, voilà, plutôt un auteur que j'apprécie énormément. Donc ici, Elizabeth Finch, en fait, ça parle d'une professeure. Et alors le livre commence en fait par, donc c'est raconté en fait par un de ses anciens étudiants.
qui s'appelle Neil, qui commence en fait par raconter son premier cours. Et lors de son premier cours, elle dit, donc le roman commence comme ça, vous aurez remarqué que le titre de ce cours est Culture et civilisation. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bombarder de graphiques et de diagrammes, je ne vais pas essayer de vous gaver de faits comme on gave une noix de maïs, il n'en résulterait qu'un foie engorgé, ce qui serait malsain. Je m'adresserai aux élèves adultes que vous êtes sans nul doute. La meilleure forme d'éducation, comme les Grecs le savaient bien, est collaborative. Mais je ne suis pas Socrate et vous n'êtes pas des Platons si on peut oser un tel pluriel. Et donc on pratiquera un dialogue, etc. etc. Donc voilà quelqu'un qui commence son cours de manière assez particulière, parce qu'elle explique aussi que, bah oui, je vous donnerai une liste de lecture, mais elle est facultative. Et donc le but c'est d'un peu discuter. Alors en fait, le jeune étudiant, là, il va tomber complètement sous le charme de sa professeure, et donc être plutôt amoureux. Et il raconte ça des années plus tard, une fois qu'elle est morte, parce que le notaire d'Elizabeth Finch va le contacter, parce qu'en fait, elle lui a légué ses carnets, pas vraiment parler de journaux intimes, hein, pas vraiment le genre à en avoir, mais en tout cas des réflexions qu'elle a pu avoir. Et donc ce roman, à peu près 200 pages, raconte un peu l'histoire de cette Elizabeth Finch, qui était-elle, parce que c'était effectivement un personnage assez fascinant, et voilà un peu de l'amour que cet étudiant avait pour elle. Mais ça ne parle pas que de ça non plus, puisque ça parle un peu d'histoire, forcément, puisque un cours qui s'appelle Culture et civilisation. Et donc on a comme ça, à peu près au milieu du roman, une très longue digression de, je dirais à peu près 50 pages, sur un personnage qui s'appelle Julien Laposta. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Peut-être, mais je pourrais pas le placer. Bon, moi, je connaissais Euh, pas, je connaissais absolument pas. En fait, c'est un empereur romain qui n'est jamais allé à Rome et qui est mort très jeune. Et s'il n'est pas mort aussi jeune, peut-être qu'il aurait modifié le cours de l'histoire, puisque il aurait renoncé au christianisme pour revenir au dieu païen. Et donc, en fait, cette Elizabeth Finch était voilà, passionnée par cette figure, et ce qui fait que l'étudiant qui n'est plus étudiant, puisque voilà, quand il écrit voilà, il a la trentaine apparemment, mais en fait va mener presque toute une étude autour de cet empereur romain. Et donc comme ça, il a une très longue digression, je dois avouer un petit peu inutile, parce que oui, c'est peut-être voilà, un personnage historique intéressant, peut-être pas au point d'en lire 50 pages dans un roman. Ça, je trouve que c'était un petit peu dommage. Parce qu'en dehors de ça, le roman vaut vraiment la peine, mais je trouve qu'on comme une longue parenthèse, en fait, un peu inutile. Donc ça, c'est vraiment ma réserve pour ceci. Je le déplore parce que, bon, moi, je n'aime pas dire du mal de Julian Barnes. Voilà, donc c'est un petit peu déçu, malgré une entrée en matière voilà, vraiment excellente. Et une fois qu'on a passé cette parenthèse, ça devient de nouveau intéressant aussi. Et voilà, donc un petit peu déçu, mais ça reste quand même du très bon niveau. Ça reste extrêmement bien écrit aussi, élégant, en fait, élégant dans l'écriture. En fait, ça, c'est vraiment un mot qui caractérise assez bien Julian Barnes, je trouve. oui. Et puis alors, on se souvient peut-être aussi de Niveau de vie. Je pense que tu l'as lu aussi, non? Non. Non? Ah, alors je peux te le conseiller. Là, tu parlais de sa manière d'écrire sur l'amour. C'est un livre sont en fait trois petites nouvelles qui sont liées. Un petit peu l'histoire des montgolfières. Ça commence un peu Ah, là-dessus. mais si, mais attends, en français, ça a été traduit par Quand tout est déjà arrivé, non? Ah Effectivement, ouais, 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 t'as raison. quand tout est déjà arrivé, il y a trois parties. Et donc, au départ, effectivement, on parle d'élévation avec effectivement, c'est Montgolfière. Mais en fait, il parle aussi après de sa femme qui est morte. Au début, je m'étais un peu demandé pourquoi, en fait, je comprenais pas très, très bien. Et puis, j'étais un peu surpris que ce soit aussi autobiographique et donc, finalement, très touchant dans la manière dont c'était écrit, quoi. Donc, j'étais un peu surpris, finalement. Ouais, moi j'ai trouvé ça bouleversant, ça m'a un peu chamboulé quand Ouais, je ouais. l'avais lu. Je l'ai lu il y a peut-être un ou 2 ans, mais ça m'a marqué. Et alors juste pour rebondir sur un autre truc, tu parlais de l'Empire romain. Tu te souviens peut-être, c'était un petit peu la tendance il y a quelques mois. Il y avait une enquête où il y avait eu pas mal de questions. À quelle fréquence penses-tu à l'Empire romain? Et il était apparu, je crois que la mode avait commencé peut-être sur TikTok. On avait commencé à filmer plusieurs personnes dans la rue. On leur avait posé la question et il s'avère que les gens, enfin, ou les hommes, en fait, ils pensent toutes les semaines. Ah bon? Et par la suite, il y a eu pas mal d'articles. Donc, si tu t'écris simplement Empire romain, quelle fréquence, un truc comme ça, tu vas voir, il y a pas mal d'articles en français, en anglais. Il s'avère que les hommes, ils pensent ou on parle assez souvent. Et j'avais fait un effort pour ne pas y penser cette semaine, mais malheureusement, tu amènes le sujet. Donc, du coup, c'est grillé aussi. Ouais, il y a eu un peu cette tendance. Et c'était assez drôle aussi comme topic, comme sujet. Mais alors, pour continuer sur Julian Barnes, parce que par chance, peut-être, j'ai eu l'occasion aussi d'en lire un.
c'est par la fenêtre. Là, je devrais peut-être un petit peu me défendre pour expliquer comment est-ce que je parviens à le caser sur le thème de l'école. Moi, je vois ça comme un livre, l'éducation. On nous montre que l'éducation peut aussi se faire par les livres. Donc, dans cet ouvrage, c'est en fait un collage d'articles qu'il a écrits au fil des années. Il les a écrits pour The Guardian et plein d'autres journaux et magazines. Et il va partager son expérience de critique et son expérience avec les livres. Donc, il y a une partie autobiographique au départ. On va comprendre un petit peu d'où il vient. C'est un enfant et petit enfant d'enseignant. Les livres ont toujours fait partie du décor, donc ils étaient toujours là dans la pièce, des armoires bien remplies. Il grandit sans télévision. Celle-ci n'arrive que lorsqu'il aura plus ou moins 10 ans, je pense. Et donc, ça ne lui pose aucun problème. Il se félicite d'ailleurs aujourd'hui de ne pas avoir eu cette chance. Il est bibliomaniaque, vraiment bibliophile. Ses livres ont toujours joué un rôle très important pour lui, une sorte de portail vers d'autres vies, d'autres expériences. Ses grands-parents, ses parents, son frère avaient chacun leur bibliothèque bien spécifique, avec des intérêts divers. Celle du grand-père était plus sérieuse, tandis que celle du frère avait des œuvres plus émoustillantes. Il s'en souvient d'ailleurs. Et plus tard, il va être pris de passion pour la chasse aux livres. Donc, on est dans une ère avant l'Internet. Et il cherche par exemple les premières éditions de certains livres. Il va faire des périples à travers l'Angleterre, on passe un coup de téléphone, on va traverser la campagne pour rejoindre des librairies de village, les arrière-boutiques ou les caves et dénicher des classiques connus ou oubliés. Une habitude qui s'est donc perdue avec Internet, mais il se félicite quand même de pouvoir commander facilement quelque chose en quelques clics, bien d'avoir perdu cette habitude de prendre la voiture. Et donc, il explique donc cet amour pour ses livres qui lui ont tout donné, au point même en fait de le faire vivre lui-même en tant qu'écrivain, donc en vendant ses mots. La suite du livre va être faite de collages, différents articles et critiques, mais d'un point de vue très intéressant parce qu'on va découvrir des artistes, des auteurs sous des angles qu'on ne soupçonnait pas trop. Donc, il y a par exemple Prosper Mérimée, que tu connais peut-être, Oui. qui est l'homme, on le connaît comme artiste, mais en fait, c'est aussi l'homme qui sauva la vieille France. C'est comme ça qu'il le présente dans l'article. C'est à lui que l'on doit la France que l'on connaît aujourd'hui. Il a dû, en fait, il était chargé de répertorier les trésors de France, les petits et les grands, et puis de tenter de les protéger. Le problème, c'est qu'il était une sorte de conservateur sans aucun pouvoir ni autorité, qui devait faire appel au bon sens et à l'orgueil des patelins, des maires locaux et de la populace. Il nous donne quelques exemples avec notamment Carpentras. Il le décrit comme une sorte de petit Avignon magnifiquement fortifié à l'époque et détruit par le temps et l'insensibilité des êtres, avec le seul fait notable aujourd'hui, une pizzeria à une pizza qui n'est pas forcément bonne. Donc, il nous l'explique comme ça. Et puis, on passera en revue d'autres auteurs. Il y a George Orwell, un article aussi intéressant. Il y a sur Sébastien Roche, Nicolas Chamfort, sur ses pensées, ses anecdotes. Une partie sur Ford Madox Ford. Est-ce que tu le connais? Moi, ça ne me dit rien du tout. Lui, apparemment, c'est un auteur qui a plein d'adeptes, mais pas de lecteurs. C'est comme ça que Barnes en parle. Et Barnes semble l'adorer. Il a d'ailleurs écrit 3 articles sur lui, donc ça fait office de 3 chapitres dans le livre. C'est un auteur qui sait qu'il n'écrit pas pour le Londres ou pour l'Angleterre de l'époque, mais qui espère que dans le futur, on le lira par exemple dans des universités très connues. Mais son problème, c'est un mélange de styles trop important. Il écrit en fait trop sur trop de choses et il est du coup difficile à classer. Donc, je cite Barnes là-dessus. Par contre, il nous recommande quand même son œuvre principale, Le Bon Soldat. Donc, il était assez dithyrambique sur cette œuvre. Et puis, on parlera aussi un petit peu de Welbeck et de John Updike, que tu connais peut-être. Est-ce que tu l'as lu? Non? Là, il le cite comme étant l'auteur américain le plus connu sans œuvre majeure, si je me souviens bien. Il a écrit la série Rabbit. C'est un homme, il y a, je crois, il y a 4 livres. On va suivre un homme de la classe ouvrière à travers 4 tomes et près de 30 ans, son ascension sociale, et c'est sur fond d'évolution des États-Unis d'un point de vue économique, sociologique, politique, entre les années 60 et fin des années 80. Et il terminera ensuite avec une critique intéressante sur la comparaison de 4 traductions de Madame Bovary, des traductions faites du français à l'anglais, et on va avoir 4 traductions majeures,
et les choix, les décisions faites par ces traducteurs, ils sont des choix parfois très surprenants. Donc, la manière de découper un paragraphe, ou même de décider de couper un paragraphe en plusieurs phrases, ou de changer parfois même le terme, ou des mots qui ne sont pas toujours aussi précis que l'œuvre Madame Bovary. Ça reste intéressant. Je sais que tu n'es pas trop du côté essai, etc., mais étant donné que c'est Barnes, ce sont Oui, des critiques c'est une bonne pertinentes. porte d'entrée pour moi. Je trouve que c'est bien de voir l'intérêt un bon critique. Je crois qu'il explique doit être aussi imaginatif, être créatif, avoir une belle imagination. C'est pas uniquement une culture générale. Il faut pouvoir aussi suggérer peut-être ou essayer de découvrir ce que l'écrivain essaie de nous transmettre. Ok. Et alors pour terminer, en tout cas terminer pour ma part, en tout cas, moi je vais après j'en aurai fini avec ce thème de l'école. J'ai parlé de deux films de Thomas Lilti. Alors, est-ce que tu connais Thomas Lilti? Je ne pense pas, non. Tu connais peut-être Hippocrate, le film Hippocrate ou la série? Non, ça te dit rien? Donc en fait, ça parlait d'un. Donc le film initialement, sorti en 2014, parlait en fait, de l'arrivée d'un médecin à l'hôpital en fait, hein, et de toutes les difficultés qu'il pouvait avoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Thomas Litti, il est au départ médecin généraliste de formation. Donc il a commencé par parler de choses finalement qu'il connaissait. Il a aussi fait un film qui a été assez remarqué, qui s'appelait Médecins de campagne, et qui parlait des difficultés des médecins justement dans ces zones campagnardes qui sont un peu des déserts médicaux et qui ont énormément en fait de travail et qui ne trouvent pas de remplaçants, qui doivent travailler souvent très très tard et à un âge avancé aussi. Mais alors, donc, il a fait, ici je vais parler de ses deux derniers films, donc Première année qui est sorti en 2018 et Un métier sérieux en 2023. Alors, Première année, donc en 2018, là en fait il filme en fait deux étudiants qui veulent faire médecine justement. Alors le premier, il est interprété par Vincent Lacoste. Vincent Lacoste qu'on retrouve beaucoup chez Thomas Litti, c'est un acteur qu'il aime beaucoup, qui lui essaye pour la troisième fois en fait d'être repris donc en France, comme on a un concours et donc il doit forcément être en ordre utile pour pouvoir prétendre poursuivre ses études. Et donc il tente pour la troisième fois. Et puis à côté de ça, on a un autre jeune, pour lui c'est sa première, qui est interprété par William Lebguil. Et ben, lui qui est, on va dire, un peu mieux introduit entre guillemets, puisque son père est déjà médecin, si je me souviens bien. Et voilà, il fait ça, mais peut-être qu'il est un peu moins convaincu, en tout cas, par les études que l'autre qui veut absolument y arriver. Alors c'est très intéressant parce que ça montre en fait à quel point les prépas en fait sont devenus presque inhumaines en fait, puisqu'on a envie, comme les étudiants, comme il y a peu de place et que les étudiants sont très préparés, mais on est obligé en fait d'avoir des examens difficiles et parfois sur des points de détail uniquement pour pouvoir les départager. Et donc, il faut vraiment bloquer une série parfois de formules, de concepts, de choses qui parfois n'ont pas spécialement beaucoup de sens, ou enfin, en tout cas pas à retenir par cœur de cette façon-là, juste pour pouvoir être bien classé. Alors, donc c'est très juste, hein, c'est très bien raconté. Alors, moi, je voudrais mentionner, et c'est valable aussi pour le film suivant, que je n'étais pas très fan de Vincent Lacoste, hein. Souvent, j'ai peut-être déjà dit dans ce podcast, hein, d'ailleurs, parce que c'est un peu un avis que j'avais sur lui qui joue un peu l'adolescent attardé, nonchalant. Ben, on l'a assez vu comme ça et il se complaisait un peu dans ce genre de rôle. Là, sort un peu de ce cadre et c'est rafraîchissant. Et puis on a aussi William Ledgill, je trouve qu'il y a un peu une révélation dans le film, qu'on va retrouver aussi plus tard dans Un métier sérieux. Voilà, qui joue sans forcer en fait, qui est très vrai naturellement. Et donc ça, c'était vraiment très très chouette à voir aussi. Alors donc dans son film suivant, Un métier sérieux, qui est sorti l'an dernier, j'ai vu il y a vraiment pas longtemps du coup. Donc là, il quitte justement, Thomas Litti le réalisateur va quitter le monde médical qu'il avait beaucoup croqué, on va dire, dans ses films précédents. Et là, en fait, on a au centre du film donc un doctorant, qui est de nouveau interprété par Vincent Lacoste, qui, pour pouvoir financer ses études, pour pouvoir continuer son doctorat, va devenir prof, en fait. Et donc, elle est lancée, hop, comme ça, directement dans une école, sans préparation, et qui fait face à toutes ces difficultés qu'on peut bien imaginer. C'est de nouveau très juste dans la manière dont c'est filmé. Ça, c'est vraiment. Je ne sais pas comment il fait parce que là, pour le coup, le réalisateur sort de son quotidien et c'est lui qui a écrit le film. Donc, il arrive à trouver vraiment le ton juste. Et quand on parle avec des professeurs, on se rend compte que ce sont vraiment ces difficultés-là. Les difficultés parfois avec la direction, toute la paperasse administrative qu'on impose de plus en plus aux professeurs aujourd'hui, les difficultés avec certains élèves. Tout ça est vraiment très, très bien filmé. Et alors, ce qui était là où c'est peut-être pas toujours vrai, en tout cas de ce que je peux entendre autour de moi, c'est que là on a une équipe par contre pédagogique qui est très soudée
et qui se tient les coudes, notamment face à la direction. Ça, c'est pas toujours le cas parmi les profs, mais là, en tout cas, du coup, voilà, le film est très chouette à voir aussi, et de nouveau bien interprété, finement observé. Donc voilà, je trouve que c'est un réalisateur vraiment intéressant, du coup, Thomas Lilti. Donc Hippocrate, donc, on est moins dans le thème, donc c'est pour ça que je n'ai pas, voilà, je ne vais pas développer. Mais c'est aussi un film très intéressant, un médecin de campagne aussi. Donc je trouve que c'est vraiment un réalisateur à suivre, qui a un regard toujours très juste en fait sur les sujets qu'il choisit d'aborder. Tu parlais de médecin de campagne, du coup, j'ai directement pensé au film Bienvenue à Marly-Gaumont. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, oui, c'est pas tout à fait le même genre. Non, non, mais oui. Et donc, dans ce film, on retrouve une famille qui déménage de Kinshasa pour rejoindre Marly-Gaumont. C'est le seul médecin de campagne dans un village où les habitants eux-mêmes ont peur. Enfin, je lis le synopsis là, ils n'ont jamais vu de noir de leur vie. Donc, quand on a besoin d'un médecin, on évite, on fait tout ce qu'on peut, mais ne pas aller voir le médecin Sayolo Zantoko. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu feras le lien, mais le jeune fils a ensuite été très connu pour sa chanson Marley Gaumont, Camini. Oh, c'est ça un film qui se laissait voir aussi, qui était voilà. Peut-être qui pour moi aurait pu aussi avoir le potentiel d'être un beau succès en salle. Il collectionne aussi pas mal c'est assez classique, un petit peu du genre les ch'tis. Je trouve les ch'tis, les choristes, c'est toujours une sorte d'évolution un peu similaire aussi au fil de l'histoire. D'accord. Et puis alors, pour terminer, on va juste peut-être faire mention, il y a encore quelques œuvres qui valent sûrement le coup quand on parle de l'école. La première, ce serait Euphoria, donc ça c'est une série américaine, et c'est en fait une définition qui est plutôt antinomique, parce qu'il y a très peu de choses liées à l'euphorie dans cette série, à moins qu'on ne parle peut-être d'abus, d'alcool et de drogue. Donc c'est un lycée américain, un peu comme les autres. Il nous est donné l'occasion de suivre plusieurs étudiants au jour le jour. On voit la pression sociale, la pression scolaire et celle entre les étudiants. Et l'expérience éducative, elle est plutôt limitée. On va suivre les déboires, les drames de quelques lycéens, l'addiction destructrice à certaines drogues qui mènent au mensonge, aux fugues. Il y a une certaine oppression, il y a des intimidations du style harcèlement entre élèves. C'est une série dans laquelle on retrouve une certaine Zendaya, qu'on aime assez bien maintenant, depuis quelques films. Sydney Sweeney aussi, les deux stars de la nouvelle génération à Hollywood. Et j'ai trouvé Zendaya sûrement plus convaincante qu'à l'habitude, plus expressive. Elle montre aussi un beau registre d'émotions, avec une histoire qui est difficile, avec les addictions aux drogues, douce et dure. Ensuite, il y a évidemment le cercle des poètes disparus, le film et le livre. J'ai eu l'occasion de lire le livre il y a très longtemps, et tu m'as raconté la même chose pour le film. On ne s'en souvient pas si bien que ça, non? Non, tout à fait, mais moi, c'était un très beau film, en tout cas. Ça m'avait beaucoup plu à l'époque, mais voilà, je n'ai pas le souvenir. Enfin, c'est un peu trop lointain. Oui. C'est un petit peu l'histoire dorénavant typique d'une classe plutôt rebelle qui va être étonnée par un professeur avec des méthodes éducatives différentes et qui parvient à créer une sorte d'engouement et amour pour les mots écrits, pour la littérature, pour la poésie. Il parvient à casser ce mythe d'une écriture qui est ennuyeuse et monotone et démontrer peut-être la puissance des mots, leur pouvoir de ralliement et de rébellion. Et donc, on ne pouvait pas faire ce podcast sans mentionner Harry Potter et l'école des sorciers. C'est dans le titre. Une œuvre qui a vraiment ouvert l'imagination de millions de personnes. Je pense qu'on peut tous les deux se compter dans ce Les groupe-là. fans. Ouais, dans les fans. Une histoire qui mélange pour moi tous les bons éléments. Donc, un garçon qui subit aussi le harcèlement d'une famille, qui est sans parents, qui a un passé un petit peu trouble, et puis tout d'un coup qui vient un petit peu, qui tombe du ciel, de démarrer une aventure. Et quelle aventure! Donc ça reste, ça reste une superbe œuvre. Je me demande si ça se lirait bien comme deuxième lecture. Ça, je n'ai jamais tenté. Est-ce qu'il t'est arrivé de lire un passage ou l'autre Non, des mais moi, je premiers reste tomes? fan. Par contre, j'ai vu les films Les Animaux Fantastiques. Moi, je Ouais. reste très fan de l'univers de toute façon. Et moi, je pense que ça fonctionnerait toujours parce que je l'ai lu quand j'étais jeune et qu'il y a une magie en tout cas qui va rester, qui n'est pas complètement rationnelle, mais voilà, qui est juste liée à ma jeunesse, au fait que je l'ai eu, voilà, à un certain âge. Oui, c'est vrai que ça arrivé. Et puis, on se demandait peut-être si on recevrait aussi une lettre en tant qu'enfant pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté
du mur du quai 9 3/4. Eh bien, alors, on peut alors terminer sur cette note magique. Thibaut, très bonne note pour toi. Ah, Merci ça va. pour ta participation. Ben, on se Merci. verra dans la classe supérieure. Ben, on peut terminer alors sur cette bonne note. Ça marche. Allez, salut Max, à la Et prochaine. voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.